Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provisions, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les 2 corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain.
Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre. Et il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux.
Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara.
Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillés. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers au retour. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol.
Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres. Du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie mer en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente.
Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps, et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé », dit-elle. Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible ? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte.
Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre ? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là.
tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en deux parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en deux morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en deux, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en deux. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce que la Terre va survivre ? Notre satellite est divisé en deux parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les deux morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel.
La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi.
Désolé, bonne nuit. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité, et l'une des citations les plus célèbres de tous les temps. Mais est-ce vraiment ce que Neil Armstrong a prononcé le 20 juillet 1969, lorsqu'il a posé le pied sur la Lune pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? Il semble que ce soit à la fois vrai et faux. Des milliers de personnes sur Terre qui suivaient l'événement historique en direct ont entendu la phrase sans un petit détail. L'article indéfini 1. Il n'y a pas de petits détails quand il s'agit de grammaire. Et l'absence de 1 a légèrement changé le sens de toute la phrase. Puisque homme et humanité devenaient des synonymes dans ce cas, cela signifiait essentiellement « c'est un petit pas pour l'humanité, un grand bond pour l'humanité ». Neil Armstrong lui-même a déclaré à la presse après la mission Apollo 11 qu'il y avait bien un « 1 » là, mais que les gens ne l'avaient tout simplement pas entendu. 30 ans plus tard, lors de l'anniversaire de l'événement, Armstrong n'entendait toujours pas l'article en écoutant l'enregistrement de cette fameuse transmission. Il a expliqué qu'il n'était pas la personne la plus éloquente et qu'il laissait de côté de nombreuses syllabes. Il peut donc s'agir d'un son supprimé et le microphone vocal n'a tout simplement pas pu le capter. Mais il a insisté sur le fait que 1 avait été intentionné, car sans lui, la déclaration n'aurait pas eu de sens. En 2006, un programmeur informatique a soutenu les paroles d'Armstrong avec un peu de magie numérique. Il a fait passer l'audio par un logiciel qui isole les impulsions nerveuses et les a vues sous forme graphique d'ondes sonores. Il est devenu évident qu'il y avait un son de 35 millisecondes entre pour et homme. C'était trop bref pour que d'autres humains l'entendent, mais Neil avait clairement laissé de la place pour un 1. Plusieurs années plus tard, l'Université de l'État de l'Ohio a étudié les habitudes de parole des habitants du centre de l'Ohio, comme le premier homme sur la Lune, et a remarqué qu'ils omettent souvent des mots comme « pour » et « un ». Dans un documentaire de la BBC, le frère cadet d'Armstrong, Dean, a mentionné qu'il avait vu la citation écrite sur un morceau de papier des mois avant la mission. Que cela se soit réellement passé ou non reste un mystère car il ne l'avait jamais mentionné avant le documentaire. Comme pour beaucoup de citations célèbres, les gens ont essayé de trouver un certain symbolisme derrière les mots d'Armstrong. L'un de ses biographes a suggéré que la citation était inspirée par l'amour de l'astronaute pour les livres de J.R.R. Tolkien. Il y avait une phrase similaire dans Le Hobbit. Pas un grand bond pour un homme, mais un saut dans l'obscurité. Il a découvert cette connexion parce qu'Armstrong avait une adresse email thématique sur Tolkien dans les années 90 et, après sa retraite de la NASA, il a déménagé avec sa famille dans une ferme nommée Rivendell. C'était aussi le nom d'une vallée et la demeure d'Elrond, le semi-homme semi-elfe du Seigneur des Anneaux. Armstrong lui-même a nié cette connexion puisqu'il n'avait lu aucun des livres de Tolkien avant de partir en mission Apollo 11 vers la Lune. D'autres pensent que la citation était basée sur la note de service de la NASA. Aller sur la Lune n'était pas une promenade de santé. Il était donc important que la première personne sur place prononce des mots emblématiques sur le fait que c'était une avancée historique pour toute l'humanité. Encore une fois, l'astronaute a nié avoir reçu une quelconque note de service. Il a ensuite partagé que c'était simplement la chose la plus logique et correcte à dire. Armstrong devait littéralement parcourir un long chemin pour faire ce pas légendaire. Il a pris son premier vol en avion à l'âge de 6 ans, dans un avion Ford trimotor avec son père. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de l'aviation. Il était un scout actif et a obtenu le rang le plus élevé possible, Eagle Scout. Pour son 16e anniversaire, il est devenu pilote étudiant breveté avant d'obtenir son permis de conduire. Il continua ensuite à étudier le génie aéronautique. Son programme comprenait 2 années d'études universitaires à l'université de Purdue, suivi de 2 années de formation de vol et d'1 année de service comme aviateur, avant de revenir pour terminer ses 2 dernières années. Pendant son séjour à Purdue, Armstrong rejoignit une fraternité et écrivit et dirigea une comédie musicale pour le Varsity Varieties de l'école. Il investissait tellement d'efforts dans sa version de Blanche-Neige et les 7 nains qu'il obtint un C ce semestre-là en psychologie pour ingénieur,
un C en vibration des aéronefs et un D en génie électrique. Pendant son service d'aviation, Armstrong a dû s'éjecter de l'avion au-dessus de l'eau. Les vents ramenaient son parachute vers la terre. Alors qu'il pensait que c'était fini, son ami de l'école de pilotage dans un véhicule de service est venu le chercher et lui a sauvé la vie. Armstrong s'est revenu à Purdue, a terminé son diplôme, s'est marié pour la première fois et est devenu pilote de recherche civile juste après. Le couple a déménagé en Californie et chaque fois qu'ils survolaient leur maison, Neil inclinait les ailes pour que sa femme et son fils au sol sachent que c'était lui. Il a accumulé plus de 1100 heures de vol en testant divers avions supersoniques et le planeur fusée X-15. Il n'a pas pu postuler lorsque l'armée de l'air des États-Unis recrutait pour le programme Man in Space Soonest pour la première fois en 1958, car il n'acceptait pas les pilotes d'essais civils. En avril 1962, la NASA acceptait à nouveau les candidatures pour le projet Gemini, et cette fois-ci, il était éligible. Neil a remis sa candidature après la date limite. Ce n'est donc que grâce à un simulateur de vol qui le connaissait et qui a glissé la candidature dans la pile qu'il est entré dans le programme spatial. À l'époque, il n'était pas considéré comme le pilote numéro 1 de la NASA et volait en tant que membre d'équipage suppléant. En 1966, Armstrong est devenu le premier civil américain dans l'espace, et avec David Scott, ils ont réussi la première manœuvre d'amarrage spatial manuel. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Après l'amarrage, un propulseur de fusée a connu une défaillance et le vaisseau spatial a commencé à tourner de manière incontrôlable. Ils ont dû se séparer de l'Agena. Armstrong a repris le contrôle du vaisseau spatial Gemini, et ils ont réussi à effectuer un amérissage d'urgence épique dans l'océan Pacifique. Alors, il était temps de choisir qui allait devenir le premier humain sur la Lune. Il devait s'agir d'un civil, et les décideurs de la NASA ont choisi Armstrong pour cet honneur. Certains pensaient que c'était parce qu'il avait une personnalité agréable, une confiance tranquille, et qu'il travaillait dur pour atteindre les étoiles, littéralement. Pour préparer les astronautes à l'atterrissage du module lunaire et à la gravité réduite qu'ils allaient expérimenter, la NASA a commandé la construction de véhicules d'entraînement. Au début du mois de mai 1968, à seulement 30 mètres du sol, le véhicule d'Armstrong a commencé à rouler hors de contrôle. Il a dû agir rapidement et s'éjecter pour se sauver. Une analyse ultérieure a prouvé que s'il l'avait fait seulement une demi-seconde plus tard, cela aurait été ses derniers moments. Le 16 juillet 1969, Armstrong, avec les autres membres de la mission, a décollé pour la Lune. La NASA a construit le Saturn V, la fusée la plus puissante qui ait jamais volé avec succès, pour les y emmener. Elle était aussi haute qu'un immeuble de 36 étages. 4 jours plus tard, ils ont atteint leur objectif. Après avoir passé 21 heures et 36 minutes là-bas, laissant leurs empreintes qui sont encore visibles à la surface de la Lune, collectant des échantillons de surface, prenant des photos et testant des instruments scientifiques, ils sont rentrés sur Terre. Armstrong n'appréciait pas autant l'attention du public. Alors il décida de se lancer dans une carrière d'enseignant. Il est devenu célèbre dans le monde entier, mais il devait encore travailler dur pour défendre sa thèse de maîtrise à l'Université de Californie du Sud. Il a ensuite pris sa retraite de la NASA et est retourné dans l'Ohio avec sa famille, où il a enseigné durant les 8 années suivantes. Il n'a pas complètement coupé les liens avec la NASA et a travaillé avec eux sur plusieurs commissions, aidant aux enquêtes sur la panne d'Apollo 13 et l'incident tragique de la navette spatiale Challenger. En 1985, Armstrong a voyagé au pôle Nord avec un groupe de compagnons explorateurs. Il était tout à fait logique qu'il veuille le voir non seulement depuis l'espace, mais aussi depuis le sol. Pour son grand pas pour l'humanité, Armstrong a reçu la médaille présidentielle de la liberté, la médaille d'honneur spatiale du Congrès et la médaille d'or du Congrès.